Laissez-moi vous confier quelque chose que j'ai mis des années à comprendre, quelque chose qui a transformé ma façon de voir non seulement moi-même, mais l'existence humaine tout entière. Pendant longtemps, j'ai cru fermement que j'étais un projet inachevé, une œuvre perpétuellement en chantier qui nécessitait des réparations constantes, des ajustements minutieux, des corrections sans fin. Je dévorais les livres de développement personnel comme un affamé devant un festin, cherchant désespérément la clé qui ouvrirait enfin la porte vers cette version améliorée de moi-même que je fantasmais. Chaque matin, je me levais avec une liste mentale de tout ce qui n'allait pas chez moi, de tout ce que je devais transformer, modifier, améliorer. Et puis un jour, assis au bord d'un lac en Provence, observant les reflets du soleil danser sur l'eau, une révélation m'a frappé avec la force d'un éclair silencieux. Et si cette quête elle-même était le problème? Et si la prémisse fondamentale sur laquelle j'avais bâti toute mon existence était profondément, irrémédiablement erronée? Vous voyez, l'industrie entière du développement personnel repose sur une croyance aussi tenace qu'invisible. Nous sommes brisés et nous avons besoin d'être réparés. C'est le fondement même sur lequel s'érige cet empire de milliards d'euros. Sans cette croyance, les livres ne se vendraient pas, les séminaires seraient vides, les coachs se retrouveraient sans clients. Mais voici la vérité qui m'a libéré et qui pourrait vous libérer aussi. Vous n'avez jamais été brisé, pas une seule seconde de votre existence. La notion même de cassure suppose qu'il existe une version parfaite de vous quelque part, un idéal platonicien auquel vous devriez correspondre, mais dont vous êtes tragiquement éloigné. Cette idée est non seulement fausse, elle est toxique. Elle vous maintient dans un état permanent d'insuffisance, de manque, d'inadéquation. Les gens passent leur vie entière à courir après un fantôme, une image de perfection qui n'existe nulle part ailleurs que dans leur imagination conditionnée. Imaginez une vague dans l'océan. Cette vague roule, monte, s'élève majestueusement vers le ciel, puis redescend et se dissout à nouveau dans les profondeurs d'où elle est venue. À aucun moment cette vague ne se dit qu'elle devrait être plus vague qu'elle ne l'est déjà. Elle ne passe pas son existence à se comparer aux autres vagues, à se demander si elle monte assez haut, si sa courbe est assez élégante, si elle fait suffisamment de bruit en se brisant sur le rivage. La vague est simplement l'océan en train de s'exprimer sous une forme temporaire et magnifique. Elle n'a pas besoin de se réparer pour devenir plus authentiquement vague, car elle est déjà, dans son essence même, l'expression parfaite de ce qu'elle est. Vous êtes exactement comme cette vague. Vous êtes la conscience universelle, la vie elle-même, en train de s'exprimer sous la forme unique et temporaire que vous appelez votre identité. Vous n'êtes pas séparé de l'océan de l'existence. Vous en êtes une manifestation vivante et palpitante. J'entends déjà la voix dans votre tête qui proteste, qui insiste que non, vous avez vraiment des problèmes qu'il faut résoudre, des défauts qu'il faut corriger, des aspects de votre personnalité qu'il faut absolument transformer. Cette voix, je la connais intimement. Elle m'a accompagné pendant des décennies. Mais laissez-moi vous poser une question cruciale. De qui est cette voix exactement? Quand vous l'écoutez attentivement, vraiment attentivement, vous réalisez qu'elle ne vous appartient pas. Cette voix est un composite, un collage de jugements intériorisés au fil des années. C'est votre père qui vous disait que vous n'étiez pas assez sérieux, votre mère qui s'inquiétait que vous ne réussissiez jamais si vous ne changiez pas, vos professeurs qui soulignaient vos lacunes avec leurs stylos rouges impitoyables, la société qui vous bombardait de messages sur ce que vous devriez être, avoir, accomplir. Cette voix critique n'est pas votre vraie voix. Elle est le résidu de toutes ces influences extérieures qui se sont accumulées en vous comme des couches de sédiments au fond d'un lac. Votre nature authentique, celle qui existait avant tous ces conditionnements, n'a jamais eu besoin de se juger aussi sévèrement. Il existe deux façons radicalement différentes d'aborder le changement dans la vie, et cette distinction change tout. La première approche, celle que la plupart d'entre nous adoptons inconsciemment, consiste à vous voir comme une machine défectueuse qui nécessite les interventions d'un mécanicien compétent. Dans cette perspective,
vous êtes essentiellement problématique, et votre travail consiste à identifier les pièces cassées, les dysfonctionnements, les erreurs de programmation, puis à les réparer méthodiquement. Vous devenez à la fois le patient et le chirurgien, découpant sans cesse des parties de vous-même jugées inacceptables. Cette approche génère une tension constante, une guerre intérieure épuisante entre qui vous êtes et qui vous pensez devoir être. La seconde approche est infiniment plus douce et paradoxalement plus efficace. Elle consiste à vous reconnaître comme un jardin déjà vivant, déjà fertile, déjà en pleine croissance. Dans cette perspective, vous n'êtes pas brisé, vous êtes simplement en train de devenir. Le jardinier ne juge pas ses plantes, il ne leur reproche pas de ne pas pousser assez vite ou dans la bonne direction. Il les observe avec patience et curiosité. Il leur offre les conditions propices à leur épanouissement naturel. Il fait confiance à leur intelligence innée. Quand vous vous traitez comme un jardin plutôt que comme une machine, tout change. Les enfants nous montrent quelque chose de profondément important à ce sujet, quelque chose que nous avons tragiquement oublié en grandissant. Observez un bébé qui apprend à marcher. Il tombe encore et encore et encore, parfois des dizaines de fois par jour. Mais jamais, absolument jamais, vous ne verrez ce bébé s'asseoir après une chute et se dire qu'il est fondamentalement déficient, qu'il devrait peut-être abandonner, qu'il n'est pas fait pour la marche. L'enfant tombe, il rit peut-être, il pleure peut-être un instant, puis il se relève et recommence. Il n'y a aucune histoire de manque dans son esprit, aucun récit d'inadéquation. L'apprentissage se fait naturellement, joyeusement, playfully, comme diraient les anglophones. Les enfants apprennent à une vitesse stupéfiante précisément parce qu'ils n'encombrent pas le processus avec des jugements sur eux-mêmes. Ils sont pure curiosité, pure exploration, pure présence. Quelque part sur le chemin vers l'âge adulte, nous perdons cette légèreté. Nous commençons à créer des histoires autour de nos difficultés, à les transformer en preuve de notre insuffisance. Chaque erreur devient un verdict, chaque difficulté une condamnation. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'autocritique constante est épuisante? C'est comme porter un sac à dos invisible rempli de pierres que vous avez vous-même ajouté au fil des ans. Chaque jugement sur vous-même, chaque évaluation négative, chaque comparaison défavorable ajoute du poids à ce fardeau. L'énergie mentale et émotionnelle que vous dépensez à vous surveiller, à vous corriger, à vous améliorer est absolument colossale. Imaginez ce que vous pourriez faire avec toute cette énergie si elle était libérée. Imaginez la créativité qui pourrait émerger, la joie qui pourrait fleurir, la présence qui pourrait s'approfondir. Les gens les plus vivants que j'ai rencontrés dans ma vie ne sont pas ceux qui ont atteint une sorte de perfection mythique. Ce sont ceux qui ont cessé de se battre contre eux-mêmes, qui ont fait la paix avec leur humanité dans toute sa complexité désordonnée et magnifique. Cette paix intérieure n'est pas le résultat d'années d'amélioration personnelle. Elle est le fruit d'une acceptation profonde, d'une réconciliation avec ce qui est déjà là. Voici quelque chose de fascinant que j'ai découvert en observant ma propre vie et celle des autres. Beaucoup des problèmes que nous pensons devoir résoudre sont en fait créés ou amplifiés par nos efforts mêmes pour les résoudre. Prenez l'anxiété, par exemple. Quelqu'un ressent de l'anxiété, ce qui est une réponse parfaitement naturelle de l'organisme à certaines situations. Mais ensuite, cette personne commence à avoir de l'anxiété à propos de son anxiété. Elle se dit qu'elle ne devrait pas être anxieuse, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, qu'elle doit absolument se débarrasser de cette anxiété. Cette résistance, cette lutte contre l'anxiété, génère plus de tension, plus de stress, plus d'anxiété. Un cercle vicieux se met en place où le remède devient le poison. La même dynamique s'applique à d'innombrables aspects de notre vie intérieure. Nous luttons contre notre tristesse et elle s'intensifie. Nous combattons notre colère et elle explose. Nous résistons à notre peur et elle nous paralyse. Et si, au lieu de voir ces émotions comme des dysfonctionnements à corriger, nous les voyons simplement comme des phénomènes météorologiques intérieurs? Les émotions sont comme le temps qu'il fait dans le paysage de votre conscience. Parfois il pleut, parfois le soleil brille, parfois des nuages sombres s'accumulent à l'horizon, parfois un arc-en-ciel apparaît après l'orage.
Cette variabilité n'est pas un problème à résoudre. C'est simplement la nature de l'expérience humaine. Personne ne regarde le ciel pendant un jour de pluie et ne conclut que le ciel est cassé et nécessite une réparation urgente. Nous comprenons intuitivement que la pluie fait partie du cycle naturel, qu'elle est nécessaire, qu'elle passera. Pourquoi alors traitons-nous nos émotions si différemment? Pourquoi considérons-nous la tristesse comme une maladie, la colère comme un défaut, la peur comme une faiblesse? Ces émotions sont des réponses intelligentes de votre système nerveux à votre environnement et à vos expériences. Elles portent des informations importantes. Elles méritent d'être écoutées plutôt que réprimées ou corrigées. Quand vous cessez de pathologiser votre vie émotionnelle, quand vous permettez aux sentiments de traverser votre conscience comme des nuages traversent le ciel, quelque chose de remarquable se produit. Ils perdent leur emprise sur vous précisément parce que vous avez cessé de leur résister. Si vous prenez un moment pour faire silence et écouter vraiment profondément, vous découvrirez que sous toutes les couches de conditionnement, sous toute la bureaucratie de l'auto-amélioration, sous tous les jugements et les attentes intériorisées, votre nature authentique est toujours là, intacte, patiente, lumineuse. Elle n'a jamais été endommagée, jamais été perdue, jamais été diminuée. Elle attendait simplement d'être reconnue plutôt qu'atteinte, d'être accueillie plutôt qu'accomplie. C'est comme si vous aviez passé votre vie à chercher vos lunettes alors qu'elles étaient posées sur votre nez depuis le début. Je voudrais m'arrêter un instant ici pour vous demander quelque chose. Si ce voyage intérieur résonne avec vous, si ces mots touchent quelque chose de profond en vous, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour poursuivre ensemble cette exploration. Et dans les commentaires, j'aimerais que vous partagiez le premier souvenir que vous avez d'avoir cru que quelque chose n'allait pas chez vous. Quel âge aviez-vous? Qui ou quoi vous a fait croire cela? Cette question n'est pas anodine. Elle peut révéler beaucoup sur les racines de cette croyance en votre insuffisance. Votre essence n'est pas quelque chose que vous devez devenir. C'est quelque chose que vous êtes déjà, mais que vous avez oublié sous le poids de toutes ces histoires de manque. Les mystiques de toutes les traditions ont compris cela depuis des millénaires. Ils parlaient de réalisation plutôt que d'accomplissement, de réveil plutôt que de construction, de reconnaissance plutôt que d'acquisition. Ce que vous cherchez n'est pas ailleurs, ni dans le futur, ni dans une version améliorée de vous-même. Ce que vous cherchez est ici, maintenant, dans la présence nue de votre être tel qu'il est en cet instant précis. La tragédie n'est pas que vous soyez imparfait. La tragédie est que vous croyez l'être. Le paradoxe de l'amélioration personnelle est peut-être la leçon la plus importante que j'ai apprise dans ma vie. Plus vous essayez de vous réparer, plus vous renforcez la croyance que vous êtes cassé. Chaque effort pour vous améliorer envoie un message subliminal à votre psyché. Tu n'es pas suffisant tel que tu es. C'est comme creuser un trou pour en sortir. Vous vous enfoncez davantage à chaque coup de pelle. Mais voici la beauté de ce paradoxe. Quand vous reconnaissez véritablement que vous n'êtes pas brisé, quand cette compréhension descend de votre tête vers votre cœur et imprègne chaque cellule de votre être, alors la croissance naturelle se produit d'elle-même, sans effort, sans lutte, sans résistance. C'est exactement comme une plante qui pousse vers la lumière. Personne n'a besoin de forcer la plante à grandir. Personne n'a besoin de lui expliquer comment faire. Personne n'a besoin de la réparer pour qu'elle puisse s'élever. Elle le fait naturellement, organiquement, parce que c'est sa nature profonde. Votre nature profonde est également de croître, d'évoluer, de vous épanouir. Mais cette croissance ne peut se produire pleinement que lorsque vous cessez d'interférer avec elle par vos jugements constants et vos tentatives de contrôle. J'ai rencontré des centaines de personnes au cours de ma vie qui étaient devenues des experts en auto-amélioration. Elles avaient lu tous les livres, assisté à tous les séminaires, pratiqué toutes les techniques. Et pourtant, elles semblaient plus tendues, plus anxieuses, plus épuisées que jamais. Leur quête de perfection était devenue une prison dorée dont elles ne savaient plus comment s'échapper. En revanche, les personnes les plus épanouies que j'ai croisées partageaient une qualité commune surprenante, une sorte d'acceptation tranquille d'elles-mêmes, avec toutes leurs imperfections apparentes.
Ces personnes ne prétendaient pas être parfaites. Elles avaient simplement cessé de se faire la guerre. Et dans cette paix intérieure, paradoxalement, elles continuaient à évoluer, à apprendre, à grandir, mais sans la tension, sans la souffrance, sans l'épuisement de la lutte. La question n'est donc pas de savoir comment vous améliorer, mais plutôt comment vous souvenir de qui vous êtes vraiment sous toutes ces couches de conditionnement. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de laisser tomber qui vous n'êtes pas. Chaque jugement que vous portez sur vous-même est un voile supplémentaire qui obscurcit votre lumière naturelle. Chaque croyance en votre insuffisance est une chaîne qui vous maintient prisonnier d'une identité limitée. La liberté ne vient pas de vous réparer, elle vient de reconnaître que vous n'avez jamais été cassé. Cette reconnaissance est peut-être l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez accomplir dans votre vie. Dans un monde qui profite de votre sentiment d'inadéquation, choisir de vous accepter tel que vous êtes est un acte de rébellion pure. Je ne dis pas que la croissance n'existe pas ou qu'elle n'est pas souhaitable. Je dis simplement que la véritable croissance émerge naturellement d'un terreau d'acceptation plutôt que d'un sol empoisonné par la critique. Un arbre ne pousse pas parce qu'il se juge insuffisant. Il pousse parce que c'est dans sa nature de le faire. Et votre nature, à vous aussi, est de vous épanouir, de vous déployer, de devenir toujours plus pleinement vous-même. Mais ce devenir n'est pas une construction, c'est un dévoilement. Vous ne construisez pas une meilleure version de vous-même. Vous révélez ce qui a toujours été là, caché sous les décombres des croyances limitantes et des jugements intériorisés. La prochaine fois que vous entendrez cette voix intérieure vous dire que vous devez changer, que vous n'êtes pas assez, que vous êtes fondamentalement déficient d'une manière ou d'une autre, je vous invite à faire une pause, respirez profondément et demandez-vous, cette voix parle-t-elle vraiment en mon nom ou est-ce l'écho de tous ces conditionnements que j'ai absorbés au fil des ans? Souvent, vous découvrirez que cette voix critique n'est pas votre allié, c'est votre geôlière. Elle vous maintient dans une cage faite de croyances illusoires sur qui vous devriez être. La clé de cette cage est étonnamment simple. C'est la reconnaissance que vous n'avez jamais été emprisonné par votre nature, seulement par vos croyances sur votre nature. Je vous laisse avec cette invitation simple mais profonde. Ce soir, avant de vous endormir, ou demain matin au réveil, prenez quelques instants pour vous regarder avec des yeux neufs, comme si vous vous voyiez pour la première fois. Pas à travers le filtre des jugements, pas à travers les lentilles déformantes de l'autocritique, mais avec la curiosité bienveillante avec laquelle vous regarderiez un enfant découvrant le monde. Que verriez-vous si vous cessiez de chercher ce qui ne va pas et commenciez simplement à observer ce qui est? Peut-être découvrirez-vous que sous toute cette agitation mentale, sous tous ces efforts pour devenir quelqu'un de mieux, il y a déjà une présence paisible, complète, entière. Cette présence n'a pas besoin d'être améliorée. Elle a simplement besoin d'être reconnue, honorée, célébrée. En fermant ce moment ensemble, je voudrais vous encourager à rejoindre cette communauté en vous abonnant si le cœur vous en dit. Nous sommes de plus en plus nombreux à explorer ces territoires intérieurs, à questionner les croyances qui nous limitent, à découvrir ensemble ce que signifie vraiment vivre pleinement. Dans les commentaires, je serais profondément touché si vous partagiez ce qui a résonné le plus pour vous aujourd'hui, ou peut-être une réalisation que vous avez eue en écoutant ces mots. Votre histoire, votre expérience, vos insights enrichissent cette conversation d'une manière que je ne peux pas faire seul. Ensemble, nous pouvons nous rappeler mutuellement cette vérité simple mais révolutionnaire. Nous n'avons jamais été brisés. Nous avons seulement oublié notre complétude. Et dans ce souvenir partagé, quelque chose de beau peut fleurir.